s'arrête sur cette image. Un milliardaire, un pilote et 2 employés de SpaceX ont décollé, c'était hier, de Floride, pour une mission qui doit marquer une nouvelle étape dans l'exploration commerciale de l'espace, avec la première sortie spatiale privée de l'histoire. Là, on voit la fusée Falcon 9 prise au moment de son décollage. Depuis le centre spatial Kennedy, le décollage avait plusieurs fois été reporté ces dernières semaines en raison de mauvaises conditions météo, mais on y est. Et puis derrière tout ça, il y a un homme et c'est lui qui va nous intéresser. C'est Elon Musk. Oui, Elon Musk. Est-ce qu'il est désormais dans sa conquête de l'espace tout puissant? On en parle avec nos invités que je resalue en ce qui concerne Gilles Delafont, Christian Macarian et Dominique Seux. Bonjour et merci de nous avoir rejoints. Christine Chapelle, vous êtes l'une des meilleures, plus grandes spécialistes dans ce pays de ces questions spatiales, journaliste spécialiste des sciences et de l'espace pour TF1 LCI. Merci d'être avec nous. Est-ce que SpaceX et donc Elon Musk est en train en effet de s'imposer dans l'espace? Est-ce que désormais c'est un peu le seul qui réussit à mener ses projets? Disons qu'il est un petit peu omniprésent quand même, parce que avec l'échec de Boeing pour envoyer une capsule vers l'ISS, le SpaceX, le Crew Dragon, il est le seul désormais à pouvoir aller dans l'ISS. La fusée SLS est en phase de test pour décoller, pour aller vers la Lune. Et puis là, il vient d'annoncer qu'il voulait partir vers Mars bientôt. Oui. Donc, cela dit... avec Musk, il y a beaucoup d'effets d'annonce. Je rappelle quand même qu'en 2018, il avait annoncé qu'il enverrait des hommes sur Mars en 2024. Pour l'instant, il n'y a personne. Donc là, il nous annonce qu'il va les faire partir il va faire partir une fusée vers Mars dans 2 ans et un équipage dans 4. C'est un petit peu optimiste. On va regarder effectivement le calendrier qu'il a lui-même publié sur X, son réseau social, du coup. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et il y a 2 jours, donc, il a détaillé ce calendrier des futures missions martiennes, avec des vaisseaux qui décolleraient vers Mars dans 2 ans et avec des hommes à bord dans 4 ans. Voilà pour le plan. Mais vous dites, on se calme un peu, on redescend sur Terre. Un petit peu, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à mettre au point pour pouvoir envoyer des hommes vers Mars. D'abord, déjà, il faut être capable d'atterrir sur Mars, ce qui n'est pas gagné. La NASA a réussi, elle est pour l'instant la seule à avoir réussi à poser et la Chine aussi, à poser des robots. Mais les robots, l'atterrissage, il est un petit peu viril quand même. Alors que des hommes, il faut quand même que ce soit un petit peu plus soft. Donc il faut concevoir un atterrisseur. Après ces hommes, il va leur falloir de l'énergie, donc il faut envoyer des centrales d'électricité. Il va leur falloir de la nourriture, donc il faut envoyer des serres. Il va falloir les loger quelque part, donc il va falloir envoyer des habitats. Il va falloir envoyer des véhicules. Donc tout cela, ça va demander beaucoup de temps, de carburant. On estime que c'est à peu près $1 milliard la tonne vers Mars. Donc ça va demander beaucoup d'argent. Donc 4 ans, ça paraît un peu utopique. Oui, mais comme on verra dans quelques instants qu'il sera peut-être le premier billionnaire de l'histoire, et en tout cas pour les fonds, c'est peut-être assuré. Mais donc, en l'état, pour ce qui est d'envoyer pour les vols habités, c'est quoi? C'est Elon Musk et les Chinois, et puis c'est tout? Ça se joue comme ça dans l'espace aujourd'hui? À l'heure actuelle, oui. Les Chinois avancent lentement mais sûrement, discrètement, mais ils avancent bien. Ils ont déjà réussi à envoyer plusieurs vaisseaux vers la Lune, à les poser. Ils envisagent également d'envoyer un équipage vers la Lune. Et je pense qu'ils travaillent sur Mars, même si pour l'instant ils sont très discrets sur la question. Mais effectivement, en dehors d'Elon Musk et des Chinois, il n'y a personne pour envisager de grands projets. Dominique Seux, comment on explique, depuis son éruption, c'était il y a une 20aine d'années avec la création de SpaceX, que cet homme a réussi à faire exploser toutes les barrières? Parce qu'on est quand même c'est un opérateur privé dans un cadre ultra internationalement confidentiel qui est l'espace. Et lui, il est arrivé et il a tout cassé. Il a eu 2 intuitions de génie. La première, c'est qu'on pouvait réutiliser les fusées. Et ça, je me souviens très très bien, il y a une 15aine d'années, quand on en parlait aux Européens, notamment chez Ariane Group, on ne va pas les dénoncer, mais ils levaient les yeux au ciel en disant « ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais ». Parce que il y aura trop de pertes en ligne, il y aura trop de dégâts industriels, ça coûtera trop cher. Première intuition géniale, ça, il en envoie quand même des dizaines par an. Des dizaines par an. J'ai plus le chiffre en tête, mais on doit être à une centaine, peut-être l'année dernière. C'est hallucinant. Donc ça, c'est la première chose. Le rythme de SpaceX est assez hallucinant par rapport à notre rythme à nous, européens. Et la seconde idée de génie, alors qui est plus business là, c'est qu'il a compris que c'était un marché. Et il envoie par dizaines, là aussi, avec chaque fusée, ces satellites Starlink,
qui sont utilisés par beaucoup de monde dans le monde, notamment en Ukraine, mais pas seulement. Il s'est dit, mais c'est un business, je peux gagner de l'argent avec cette affaire-là. Et c'est vrai que les communications par satellite, mais aussi les communications de surveillance pour la défense, l'observation par la défense, se sont développées à vitesse grand V. Et donc, en fait, sur ces deux plans-là, il a fait une révolution, comme il a fait une révolution dans la voiture électrique avec Tesla. Donc, c'est quelqu'un qui est à la fois un peu étrange, je ne sais pas s'il faut dire le mot, en tout cas, il est extrême sur les idées politiques, et on en reparlera peut-être, oui. Mais sur le plan industriel, il a une rigueur absolument incroyable. Quand on lit ses biographies et qu'on surveille les comptes de ces sociétés, il a des TOC tout le temps, des troubles obsessionnels compulsifs, et il est un manager hors pair pour faire travailler les gens avec une extrême dureté aussi. Attention. Et on est devenu dépendant d'Elon Musk aujourd'hui. On est devenu dépendant d'Elon Musk dans l'espace. L'Europe est faible, hein. C'est le problème que pose l'itinéraire d'un homme comme celui-là. Au fond, ce qu'il a fait d'assez extraordinaire, c'est qu'il a atteint le top du niveau technologique, le top de l'hypercapitalisme. Maintenant, il entend jouer un rôle plus important que cela, c'est-à-dire un rôle politique. Lorsqu'il livre à l'Ukraine le système Starlink pour permettre à l'Ukraine de résister à la Russie, il produit quelque part un game changer sur le terrain ukrainien, parce que franchement, Starlink a permis de régler les tirs de missiles, ça a eu un impact militaire direct. Et puis quand il a dit « j'arrête », les Ukrainiens se sont mis à paniquer, parce qu'effectivement, ils étaient devenus Starlinko-dépendants, si je puis dire. Donc c'est un homme qui, quelque part, s'amuse aussi. Il y a vraiment toutes les dimensions de notre époque. Hyper-technologie, hyper-capitalisme, il se distrait aussi. Et maintenant, il soutient Trump. Et c'est ce dernier volet qui est le plus choquant. Et sur lequel nous reviendrons dans quelques instants. Teasing, attention. Ouais. Je reste juste sur l'espace encore quelques instants. Oui. Donc, ce qui est intéressant dans ce que soulignait Christian, c'est qu'il a mentionné le fait qu'à un moment, il a voulu couper Starlink en Ukraine. Et là, c'est le gouvernement américain qui a dit « Attends, tu remets ça tout de suite ». Ça pose la question de cet homme qui devient trop puissant, je dirais commercialement, financièrement. Ça pose la question de ce trust, de ce conglomérat. Et des conglomérats qui montent de plus en plus aux États-Unis. Vous avez des sociétés qui ont des parts de marché absolument colossales. On se retrouve un petit peu dans les années 20 où il a fallu réagir contre ces trusts. Je me souviens qu'au début de Biden, on avait dit qu'il allait agir contre les GAFAM, qu'il allait envisager de démanteler ces trusts. On n'en est absolument pas là. Et effectivement, si c'est Trump qui gagne, ça risque pas d'arriver. En coupant Starlink temporairement, en tout cas en menaçant de le faire en Ukraine, il n'a fait que faire monter le prix de Starlink. Bien sûr, mais encore plus. Et alors ça pose une question parce que on l'a tous dit, mais et l'Europe dans tout ça? Et bon, moi je veux bien parler de Musk, même si c'est un génie qui se double, à mon avis, aussi d'un idiot politique. Bon, on ne peut pas avoir tout. Mais surtout, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne souligne pas, par exemple, ce qu'a déclaré Mario Draghi il y a peu de temps en expliquant que l'Europe allait dégringoler si on ne faisait pas ce qu'il fallait. Bon, il y a 800 milliards à mettre, on a les moyens. Musk existe beaucoup parce qu'il a des contrats gouvernementaux. Il a des contrats gouvernementaux qui font fonctionner sa boîte. Bon, nous, si on veut développer, il faut qu'on donne des contrats gouvernementaux parce que la technologie, on l'a. Je voudrais qu'on continue de faire connaissance quand même un peu plus avec l'homme, mais on va le réécouter. C'était le 27 août dernier, je crois, et il reparle de Mars. Et vous nous avez déjà expliqué sur le fond en quoi c'est possible ou ça ne l'est pas. Mais je voudrais qu'on parle de l'homme qui est derrière ça et de son pouvoir. Regardez. Je pense que cela annonce fondamentalement une nouvelle ère pour les vols spatiaux. Nous allons aller sur la Lune, nous aurons une base sur la Lune, nous pourrons envoyer des gens sur Mars et rendre la vie multiplanétaire. Je pense que ce jour annonce une nouvelle ère d'exploration spatiale. Cet homme qui dit vouloir aller sur Mars, sur la Lune, et qui en général, quand il se met sur un projet, le réussit, c'est une personnalité par ailleurs, dont on peut dire, et dont certains disent qu'il est fou, que cet homme est fou. Est-ce que oui ou non, vous ne le connaissez pas personnellement et vous avez quelques degrés de séparation avec lui, mais vous avez certainement beaucoup plus travaillé la question que nous tous sur ce plateau réunis. Dans quelle mesure cet homme est-il fou? Cet homme qui détient les clés
d'une partie de l'espace est-il fou ? Je ne pense pas qu'il soit fou, je pense qu'il a compris le rôle essentiel du buzz pour à la fois récupérer des capitaux et asseoir sa notoriété. Donc il n'hésite pas à être très provocateur. Quand il avait créé SpaceX, il s'était rendu à une réunion internationale des agences spatiales. Il s'était planté devant les gens de la NASA, de l'ESA et Roscosmos en disant « Je m'appelle Elon Musk et je viens de créer SpaceX, vous êtes tous morts ». Évidemment, à l'époque, tout le monde avait rigolé, et c'est pour ça que, pendant très longtemps, l'Europe a totalement sous-estimé SpaceX. Moi, j'ai parlé régulièrement avec des dirigeants de français ou européens. Ils disaient, oui, bon, c'est le milliardaire qui s'est fait beaucoup d'argent, ils vont envoyer ses fusées dans l'espace. Mais personne ne le prenait au sérieux. Et quand ils ont commencé à le prendre au sérieux, c'était trop tard. Ces fusées étaient déjà parties, elles étaient déjà revenues. Et désormais, on en est au stade en Europe où on se pose la question, est-ce que éventuellement on ne va pas faire des vols habités ? Il faut y aller. Il faut foncer, parce que pour l'instant, c'est lui qui a le monopole. Il n'y a que lui et les Russes, mais comme en ce moment c'est un petit peu tendu, les partenariats sont plus compliqués, mais il n'y a que lui pour aller dans la Station Spatiale Internationale, il n'y a que lui pour envoyer des fusées vers la Lune, il n'y a que lui pour envoyer des astronautes dans l'espace. À un moment, il faut quand même que l'Europe réagisse. Lui, il est effectivement visionnaire, il est extrémiste, mais il est capable de réaliser ses rêves. Peut-être pas dans des délais aussi courts que ce qu'il dit, mais il est capable de le faire. Il y a peut-être un aspect de sa personnalité qu'il faut souligner. Son biographe, non pas officiel, mais qui a publié en septembre 2023, Walter Isaacson, une biographie absolument incroyable d'Elon Musk, raconte quand même que dans son enfance, son père, qui était un père assez dur, le mettait dans une colonie de vacances au cours desquelles il y avait des morts, des enfants qui étaient morts. C'était pas volontaire, mais il y avait des accidents. Et donc c'est une ambiance d'éducation qui a été extrêmement dure. Je pense que ça peut perturber durablement quelqu'un, et ça explique des personnalités qui peuvent connaître quand même quelques failles. Ce qui est frappant, c'est l'innovateur polymorphe. L'espace, oui, mais aussi l'automobile. L'automobile, c'est-à-dire que quand vous prenez des taxis un peu élaborés à Paris, vous êtes systématiquement en Tesla. Bien sûr, tout électrique. Et j'ai jamais entendu un seul conducteur de Tesla dire autre chose qu'un tissu de louange sur les qualités de cette voiture. Ça fait l'unanimité. C'est pas évident de faire des automobiles et d'aller sur la planète Mars, et entre les deux, de faire Starlink et de s'immiscer dans la guerre d'Ukraine. C'est un profil jamais vu. Mais non, mais d'autant plus, c'est jamais vu, parce qu'au-delà de « je veux aller sur Mars et sur la Lune », sa vision, on va le réécouter, c'est au-delà. Il se voit quasiment, mais vous le qualifierez mieux que moi, en sauveur de l'humanité potentiellement, regardez. L'histoire va bifurquer dans deux directions. D'un côté, nous resterons sur Terre et il y aura un événement d'extinction. Je n'ai pas de prophétie apocalyptique immédiate, mais l'histoire suggère qu'il y aura un jour un événement apocalyptique. L'autre solution consiste à devenir une civilisation spatiale et une espèce multiplanétaire, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est la bonne voie à suivre. C'est soit on va sur Mars, sur la Lune, soit on subit l'apocalypse, et moi je vous offre la vie, quoi. Aller sur Mars, c'est une chose. Vivre sur Mars, c'en est une autre. L'atmosphère n'est pas respirable. On peut pas vivre à l'extérieur. Il faudrait. Alors il y a des projets complètement fous et utopiques de terraformer Mars en envoyant des bombes thermonucléaires sur la planète pour créer un gaz, pour créer un effet de serre qui permettrait de créer une atmosphère. Bon, tout ça c'est du délire, et surtout ça prendrait des milliers d'années. Donc vivre sur Mars, c'est autre chose qu'aller sur Mars. Créer des colonies, ça veut dire que ce seront des colonies qui ne pourront jamais sortir respirer. Ça veut dire qu'il faudra qu'elles fassent pousser leur nourriture dans un sol dont on ne sait pas pour l'instant s'il est cultivable, même si on a réussi à le faire à Hollywood dans Seul sur Mars, mais ça c'était du cinéma. Dans la vraie vie, ce sera un peu plus compliqué. Donc, Musk, lui, il a toujours dit qu'il voulait mourir sur Mars, qui voulait que son cadavre soit enterré sur Mars. Bon, ça, à la limite, c'est faisable, mais vivre des colonies humaines sur Mars,
Ça sera plus complexe. Moi, je suis d'accord avec Christine quand elle part du côté un peu buzz. Bon, l'extrait qu'on a vu où il raconte que la Terre sera finie et que il va sur des... Oui, enfin, il est gentil, mais enfin, les auteurs de science-fiction nous le racontent depuis 80 ans. On l'a pas attendu, d'abord. Et deuxièmement, il joue sur la psyché américaine et sur un truc qui est très important, qui est la conquête. Les États-Unis, c'est un pays de conquête, or il n'y a plus rien à conquérir sur la Terre. Et rappelez-vous, celui qui avait déclenché vraiment ce momentum, c'était John Kennedy, lors de sa campagne électorale, donc en 60 et quelques, qui avait dit « Nous devons partir à la conquête d'une nouvelle frontière ». Ah bon, mais c'est quoi cette nouvelle frontière ? Cette nouvelle frontière, c'est l'espace. Et depuis, les Américains se sont assurés d'une suprématie depuis toujours dans l'espace. Et c'est une suprématie qui leur reste et qui est très importante dans leur psyché et dont joue abondamment Elon Musk. Il renverse toutes les catégories. Dominique, c'est Attention, alors on dit il y a les États-Unis et la Chine, l'Inde. Voilà, c'est ça, je parle sous votre contrôle, mais l'Inde commence à avoir l'idée de vols habités et ils font des choses. La deuxième chose, c'est ce qui est très frappant avec Elon Musk, c'est qu'il est reçu un peu comme un chef d'État maintenant. Le 26 juillet, il était à Paris pour la cérémonie d'ouverture. Il a été vu. Il y a quelques jours auparavant, il était à Rome dans le bureau de Giorgia Meloni où elle a fait des photos où on la voyait vraiment très très proche, comme s'il était les meilleurs copains du monde. Et en même temps, et Berlin, Paris, tout le monde a essayé pendant des années d'attirer les investissements. Je me souviens du ministère des Finances à Paris. La Tesla Factory. Voilà, la Tesla Factory, qui va l'avoir ? Voilà, donc il y a eu, alors les Allemands en ont une, et il y avait l'espoir que la France en ait une autre. Depuis quelques mois, ils sentent un peu plus le soufre sur le plan politique. Ça change un petit peu la donne. Depuis son rachat de Twitter, en fait, c'est une erreur. Le rachat de Twitter est une erreur colossale. Parce qu'elle a fait apparaître son côté obscur. C'est Dark Vador depuis le rachat de Twitter. Attendez, côté obscur et Dark Vador. Là, on est passé sur une autre dimension. En quoi Dark Vador je ne suis pas un spécialiste de Dark Vador, mais d'Elon Musk, je préfère me tenir au fait que ce que Musk propose, c'est une révolution philosophique aussi. C'est l'abolition de tout ce que nous a enseigné la philosophie grecque. Exactement. Donc il y a une dimension d'hubris dans le personnage qui est amoral. C'est un type qui n'a pas de morale. Il n'est pas le seul à avoir de l'hubris. Non, certes. Mais enfin, Howard Hughes ou des gens comme ça se préoccupaient quand même un peu de leur discours, etc. Là, on a dit sur l'Ukraine, il va dans un sens, puis il essaie dans l'autre. Donc il y a quelque chose chez lui d'un peu diabolique, entre guillemets, d'un peu fin du monde aussi. En tout cas, de très politique. Ça, c'est sûr, il est devenu de plus en plus ces derniers temps. Alors, justement, parce qu'il faut qu'on vous montre ça. Vous pensez tous à Donald Trump. Maintenant, il est dans le soutien total. On s'est même demandé dès hier s'il n'était pas devenu le directeur de campagne de Donald Trump. Vous avez vu, dans la première partie de cette émission, on vous a dit Taylor Swift annonce, dans la foulée du débat, son soutien sur Instagram à Kamala Harris. Ce que fait Elon Musk, il utilise son réseau, X, et lui, il essaye de contrer, regardez, Taylor Swift avec son style qui est le sien. Très bien, Taylor, tu as gagné, donc il la tutoie. C'est comme ça qu'on a traduit. Je te donnerai un enfant et je protégerai tes chats au péril de ma vie. Il fait référence à la photo qu'il a où elle poste avec son chat dans les bras. Il est devenu, le directeur de communication, le guerrier de Donald Trump. Comment il a switché ? Comment ça s'est passé ? Parce que je pense qu'ils ont exactement la même mentalité. Et puis, n'oubliez pas, la première chose que Donald Trump octroiera à Elon Musk, c'est de colossales réductions d'impôts. On a commencé par ça. Absolument. C'est des colossales réductions d'impôts. Parce que Donald Trump a promis de baisser l'impôt sur les sociétés de 25 à, je ne sais plus si c'est 15, mais quelque chose comme ça, alors que Kamala Harris a dit « je vais remonter le taux de l'impôt sur les sociétés, pardon la technique, de 25% à 28%. » Ce sont des intérêts très concrets. Quand Gilles Delafont a dit c'est un peu les mêmes personnalités, vous avez acquiescé. Bien sûr, Chapelle, pourquoi ? Ce sont des gens qui sont très égocentriques, qui sont persuadés de détenir chacun la seule et unique vérité et qu'il faut les suivre à tout prix. Pourquoi est-ce qu'on essaye d'accélérer, par exemple, le retour des Américains vers la Lune ? C'est quand Donald Trump était président en 2020, les Chinois ont annoncé leur intention d'envoyer des hommes vers la Lune. Pour Donald Trump, il était impensable que la Lune
où les Américains sont posés, même si en droit international, elle ne leur appartient pas, ce sont quand même les Américains qui, pour l'instant, ont été les seuls à se poser dessus. Pour Donald Trump, la Lune, c'est un territoire américain. Il est hors de question pour lui que les Chinois viennent s'y poser. C'est pour ça qu'il a relancé les programmes vers la Lune, et c'est pour ça qu'ils ont fait un petit peu à marche forcée, au plus vite possible, pour essayer de renvoyer des hommes vers la Lune. Et je pense que Musk est aussi dans cette optique-là. C'est vrai qu'il est très apocalyptique. D'ailleurs, je crois qu'il s'est fait construire un bunker contre les radiations atomiques, contre les événements. Enfin, il est persuadé que l'humanité va s'éteindre dans peu de temps. Bon, je pense qu'on a encore un petit peu de marge. Mais ils sont tous les deux très égocentriques et complètement... Sur le couplage avec... Alors, pardonnez-moi, comme le temps file, je prends un petit peu la main, mais on voudrait vous montrer cet extrait de Donald Trump qui imite Elon Musk. Regardez, c'est un petit combo. Regardez. Avec Elon, vous savez, c'est du genre je suis en train de fabriquer un nouveau moyeu en acier inoxydable qui peut nous permettre de faire tourner les moteurs beaucoup plus rapidement. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème avec le type de moteur qui va dans l'espace. Mais en fin de compte, je pense que nous pouvons avoir une bonne connexion grâce aux nouveaux foils qui sont en train d'arriver. Et j'entends tout ce qui lui passe par la tête, mais vous savez, c'est un super génie. Avant de se quitter quand même, pour mieux se retrouver, restez avec nous, tout ça, Luc Ferry va nous rejoindre. Mais il pourrait devenir le premier billionnaire de l'espace, de l'histoire. Elon Musk. Il pourrait être le premier à posséder plus de 100 milliards de dollars d'ici à 2027. Non, 1000 milliards. Oui, 1000 milliards, pardon. 1000 milliards. Oui, mais du coup, c'est tellement... Aujourd'hui, sa fortune doit être de l'ordre de 200 milliards de dollars. Je ne sais pas, mais on peut être un peu dubitatif parce que malgré tout, sur, par exemple, la voiture électrique, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'il n'a pas renouvelé récemment ses modèles et donc la trajectoire de cette branche-là, qui est quand même importante pour lui, est en train un petit peu de s'aplatir et voire de descendre. En tout cas, le cours de l'action, pour être très concret, n'a pas augmenté ces derniers temps. Donc, la perspective de 1000 milliards de dollars, on n'y est pas encore tout à fait. Mais bon. Et puis, il ne faut pas oublier que ces prises de position extrêmes sur X, ex-Twitter, lui ont valu aussi le retrait de beaucoup d'investisseurs qui se sont dit oula, on va peut-être plus aller sur X parce que ça devient un peu n'importe quoi. Donc il est toujours malgré tout obligé d'être pondéré par ses propres actionnaires et son propre entourage parce que ils se rendent compte qu'il peut très vite aller dans le mur, donc il faut le recadrer régulièrement. Très court. Et il reste à la merci d'une loi antitrust. C'est juste. Et dans son couplage avec Trump, c'est lui qui crédibilise Trump. C'est lui qui crédibilise les fake news. Donc, il en espère sûrement un retour sur investissement. Allez, je le promettais, ça s'approche. Luc Ferry qui nous rejoint sur ce plateau dans un tout petit instant. Merci beaucoup à tous les quatre.